Bonjour, c'est Anonymous. Je vais vous parler d'une photo qui m'a interpellé. Prise pendant la révolte en Ukraine, la photo d'un homme en larmes, que vous pouvez voir. Il s'appelle Andrei Malkiv. Il a 32 ans. En février dernier, il a rejoint les manifestants, à Kiev, place Maïdan. Voici son histoire. Je vis à l'ouest de l'Ukraine, dans la petite ville de Pustomiti, à 20 km de Lvov, le foyer des Bandrovets, comme nous appellent les ukrainophobes. Bandrovets? Oui, et fier de l'être. Je suis marié, j'ai 2 garçons. Ils ont 7 ans et 11 ans. Agent de sécurité dans un supermarché, je suis payé 50 centimes d'euros l'heure. En parallèle, je suis des cours à l'université. Après l'échec de la révolution de 2004, je ne croyais pas que le peuple pourrait à nouveau se soulever. Puis en novembre 2013, j'ai vu comment des étudiants paisibles se sont fait tabasser quand ils se sont révoltés contre la du prix de l'échange de Yanukovych avec l'Union européenne, que le président ukrainien refusait soudain de signer. J'ai ensuite vu que personne n'avait été puni et qu'on commençait à tuer, mutiler les gens dans les rues. Alors j'ai pris mon sac et je suis parti. J'ai emmené avec moi 3 amis. Et nous sommes partis pour le Maïdan. En décembre, le pouvoir criminel de Yanukovych a ordonné d'arrêter les protestants et de les enfermer. Sans procès. Alors je suis reparti. J'ai demandé à mes connaissances de me rejoindre. J'utilisais alors le réseau social Contact, le Facebook de l'Est, j'ai animé. Et j'y anime toujours, la page Maïdan, en publiant des photos, des interviews vidéo, des actus, pour informer. Mon compte a été bloqué à plusieurs reprises. J'ai dû me réenregistrer plusieurs fois. J'ai reçu des menaces de mort, à mon égard mais aussi celui de ma famille. J'ai compris qu'on tentait de me faire peur. Ce qui m'a encouragé à continuer. Pour que les gens réagissent, se mobilisent, viennent à Kiev soutenir la révolte. Les gens se sont soulevés, et l'effet boule de neige a commencé. Dès le premier jour, mon oncle, Andrei Dignalovitch, était là, lui aussi. Il a été membre de la brigade afghane, qui a été au cœur des événements pendant 3 mois de la révolution. Le 20 février, il a été tué par un sniper pendant l'assaut décisif. Il n'avait que 40 ans. Alors ma famille, mon frère, mon fils aîné et même ma mère, tous m'ont rejoint à tour de rôle à Kiev. Maïdan est devenu pour moi un lieu sacré, où il fallait que j'aille, encore et encore. Je ne pouvais pas y rester indéfiniment, sinon je perdais mon travail. Quand j'y suis allé la 3e fois, avec mes collègues, c'était pour la marche du milieu. Nous avons défendu le périmètre de l'avenue Institut, sur les barricades, pour empêcher les Titochki de pénétrer sur Maïdan. C'est à ce moment-là que j'ai été interviewé pour la première fois par une télé. J'ai raconté. Quand le journaliste m'a provoqué, me demandant si j'étais là pour l'argent, j'ai répondu « Oui, pour le nôtre. Nous sommes venus par nos propres moyens. Personne ne nous a payé le voyage et ne remboursera nos dépenses. » Le journaliste a souri et m'a remercié pour l'interview. Ce soir-là se déroulait dans toute l'Ukraine le rassemblement pour la dignité, qui réunissait 2 millions de personnes. Voilà pourquoi on l'appelle la marche des millions. J'ai ressenti le danger, nous pouvions tous être tués. Par une grenade à main. Par de simples colis piégés. Un mouvement de foule pouvait avoir des conséquences graves. Dieu merci, il n'en fut rien. La 4e fois que je suis allé à Maïdan, c'était avec mon frère et mon petit cousin. Nous nous sommes inscrits à la brigade d'autodéfense de Lvov. Nous protégions notamment la collecte de dons. Je suis devenu le chef d'un groupe de 12 personnes. J'ai pris le commandement lors de l'assaut de la Maison nationale, lors de l'assaut sur Grushevski, quand les premiers morts sont tombés, Nyoyan, Ziznevski et Verbisky. Nous avons alors occupé quelques ministères sur Krochiatik, pour y abriter des manifestants. Il faisait moins de 30 degrés dehors. Les manifestants n'avaient aucun endroit où dormir, si ce n'est dans les couloirs, sur de simples matelas, ou sur leur veste. Les gens sont morts pour leur futur,
et celui de leurs enfants. Nous avons voulu renverser un système corrompu, au prix de nos propres vies, car vivre ainsi dans notre pays n'était plus possible. Mon 5e voyage fut fatal. Pourtant, chez moi, je me disais, je n'irai plus. J'avais toujours mal à la jambe, depuis mon dernier voyage, j'étais tombé des barricades. Mais le 18 février, le chef de ma brigade m'a téléphoné. Il disait qu'ils avaient besoin de moi. Dans le parc Marinsky, des Berkous et des Titochki avaient tué au moins 150 personnes. Ils les avaient ensuite brûlés, lancés dans le Dniepr, jetés dans des fosses communes ou même directement dans des bennes à ordures pour les liquider. Il m'a dit également qu'il n'était pas sûr de vivre encore le lendemain, qu'il n'y avait pas assez de gens expérimentés. Alors je me suis décidé. Je savais que je laissais ma famille, mon travail, ma vie. Mais à la maison, je n'ai rien dit à personne. Le 18 février au soir, je me suis disputé avec mon père, il me priait de ne pas y retourner. J'ai embrassé mon fils, téléphoné à mon frère, et dit « tout ira bien ». J'ai dit adieu à ma femme et ma maman. Les trains étaient annulés, le métro fermé, les routes vers les capitales bloquées, pour empêcher les manifestants de recevoir de l'aide. Mais les gens arrivaient quand même, comme ils pouvaient. Dans nos villes comme à la campagne, les cloches des églises sonnaient. Au matin du 19 février, nous avons vu des images terrifiantes, des gens blessés, des cadavres brûlés. Je réalisais que le pouvoir avait décidé de détruire Maïdan, de le noyer dans le sang. Armés jusqu'aux dents, les militaires et Berkous ont repoussé les manifestants et les ont encerclés par un mort-vivant. J'ai compris alors que mon chef de brigade n'avait pas menti, ni exagéré. Les ordres étaient bel et bien de détruire Maïdan, de nettoyer la place des manifestants. J'ai retrouvé mon oncle Andrei. Le 19 au soir, à son poste habituel, derrière le QG, au bureau d'organisation du village détente. J'ai un peu parlé avec lui. Il m'a dit, demain ce sera vraiment dangereux. Ne va pas à l'avant. Si tu veux aider, prépare des blocs de pierre. Apporte des pneus et à manger. Mais ne va pas à l'avant, tu n'en as pas besoin, crois-moi. Il a eu peur pour moi et mes jeunes camarades, qui venaient pour la première fois. Un climat de peur soufflait. À 7 heures, nous sommes entrés sur Maïdan. Les Berkous se sont approchés, serrés les uns contre les autres, pour rendre compacte la zone des pro-européens. Les barricades brûlaient des deux côtés. Ils ont utilisé des grenades assourdissantes. Nous avons répondu avec des cocktails Molotov et des pavés. Un des nôtres est tombé, assourdi par les grenades. Une fille de 18, 20 ans et l'oreille arrachée par une balle ou un fragment de grenade. Sur les barricades, il n'y avait plus rien à brûler. Les pneus s'étaient consumés, il fallait improviser. Or il fallait de la fumée, car ils ne tiraient plus avec des balles en caoutchouc, mais à balles réelles. Avec les camarades, nous nous trouvons alors près du monument des fondateurs de Kiev. L'un jette des pierres, un autre prépare des cocktails Molotov, un troisième les range. Mais nous n'avons pas assez de force pour les jeter sur les cibles. On nous a apporté alors des canons à cocktail fabriqués par des nôtres, un tuyau en acier connecté à un ballon d'air sous pression. Dès que la chaîne s'est brisée sous les cocktails, nous avons attaqué. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir que mes gars me suivaient, cela m'a redonné du courage. La peur m'a quitté. Sinon, comment expliquer pourquoi des milliers de gens se sont jetés armés avec des bâtons sur des mitraillettes? Sur mes jambes, de la suie mêlée à de l'eau, des bouts de verre, de la poussière. Nous avons couru, criant et regardant nos proies se sauver. Armés d'automatiques. J'ai rejoint un groupe de jeunes appelés qui s'étaient abrités quelque part, sur l'avenue de l'Institut. Ils étaient 7, 8. Ils avaient des panneaux, des masques à oxygène, des casques, des gourdins, mais pas d'armes à feu. Je me sentais une force extraordinaire. Soudain, à côté de ma tête, un sifflement, mon compagnon de voyage tombe. Mort. Je me retourne. Je vois alors du sang sur l'asphalte, et un grand trou dans sa tête. Je n'ai jamais vu son visage, quelqu'un a crié que devant, c'était un piège des snipers.
Mon portable sonne sans arrêt. Des appels de ma mère, de mes proches. Je pleure à cause des grenades à poivre. Une grenade entourée de vis et de clous était lancée. Si je n'avais pas eu de protection, je serais resté handicapé à vie. J'ai retrouvé quelques gars et je les ai aidés à refaire des barricades. En haut, on redescendait un à un les gars blessés, tués. Chacun était à son poste. Tant de sang, de cris horribles. Je n'ai jamais vu ni entendu ça, jamais. Je suis revenu sur l'avenue de l'Institut, pour aider à la chaîne. J'ai retrouvé mon ami Kolia, avec qui j'étais arrivé et que j'avais perdu pendant l'attaque. Là, nous avons vu descendre des types criants. Nous avons pris un sniper. Tous le frappent. Je dis à Kolia qu'il faut le protéger, que nous ne sommes pas comme eux, comme les berkos, que nous ne sommes pas des animaux, qu'il ne doit pas être battu mais jugé. Nous l'avons pris et protégé des coups par nos corps, et nous l'avons emmené sur Maïdan où nous l'avons remis aux Afghans. Je partais du QG quand mon téléphone a sonné. C'était mon père, il était comme fou. Tu es en vie, tu n'es pas blessé? Je l'ai rassuré. Il m'a dit, Andriushka, qui est un diminutif gentil du prénom Andrei, a été tué. Ils ont abattu Digdalovitch. Tu l'as vu? J'ai commencé à pleurer, terriblement. J'ai appelé tout le monde, partout, pour avoir des nouvelles. Je cherchais qui avait pu voir mon oncle. J'ai hurlé sur tout le chemin, et Kolia, mon ami, aussi. Nous sommes arrivés en courant sur Glavpochtamt, la poste centrale. Je ne voyais personne qui ressemblait à Andrei. On a couru à la mairie, personne là non plus. On nous a dit que certains avaient déjà été transportés à l'église Saint-Michel. On a couru là-bas. Devant les barricades, 2 ambulances qui déchargent des corps de tués. Le deuxième était celui de mon oncle. C'est à ce moment qu'un photographe de Reuters m'a photographié. Je me suis assis, j'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé mon père et lui ai dit que c'était vrai. Que je l'avais trouvé. Et là, j'ai vu le dernier SMS de ma mère. Écris simplement que tu es vivant. Elle attendait une réponse, depuis plus de 3 heures. Je l'ai rappelé, puis mon épouse. Mais je ne pouvais pas parler, j'étais en état de choc, je pleurais comme un enfant, en parlant du sniper qu'on avait sauvé, et qui avait probablement tué mon oncle. À cet instant, j'ai détesté la vie. La guerre s'est arrêtée pour moi. Par la suite, je devais expédier le corps du défunt à la maison. Sa famille l'attendait. Sa femme, ses 2 petites filles. La nuit, il fallait garder la morgue, les corps pouvaient être volés pour effacer les traces du crime. Nous ne savions pas encore que les criminels avaient fui de peur de connaître la même fin que Ceausescu. Le 20 février après-midi, j'ai été à l'église Saint-Michel, puis à la morgue. Le 21 au matin, je me suis occupé des documents et des autorisations pour ramener le corps de mon oncle. À midi, je disais adieu à ma brigade, à mes compagnons et frères de Maïdan. Le soir et la nuit, une longue route à vivre. Je suis retourné à mon quotidien, en restant dans mes pensées sur Maïdan, dans les flaques de sang et de suie. 2 mois sont écoulés. Le souvenir et la douleur ne passent pas. Il n'y a plus d'Andrei. Le pouvoir que nous avons renversé par le prix de nos vies a été remplacé par des personnes pas des plus dignes. À ce jour, personne n'a été traduit devant un quelconque tribunal. Personne n'a été reconnu coupable de la centaine de morts et des milliers de blessés devenus handicapés. Il ne reste que l'espoir et la foi. Probablement, Otto von Bismarck avait raison de dire « La révolution est préparée par des génies, réalisée par les romantiques, et ses résultats profitent à des parvenus. Je suis romantique et je ne regrette rien. Mais je suis endetté, je ne peux pas sortir d'ici. Aujourd'hui, je gagne 110 € par mois. Comment avoir de l'espoir, rêver d'un logement, d'une voiture? Comment élever ses enfants ?» Ces propos ont été traduits par Ingrid Grisard. Il s'est battu pour son futur. Ils se sont battus pour leur futur. Vous devriez en faire de même.